Bonsoir à tous les trois. Michel Rivasi, bonsoir. Vous êtes députée européenne Europe Écologie Les Verts, agrégée en biologie. Vous avez fait paraître en octobre 2015 le racket des laboratoires pharmaceutiques et comment en sortir, un livre de combat, j'imagine. Et selon vous, ce sont ces laboratoires pharmaceutiques et les pouvoirs publics qui sont responsables de la méfiance des citoyens vis-à-vis des vaccins. Il y aurait trop de conflits d'intérêts, dites-vous. À côté de vous, le professeur Robert Cohen. Bonsoir, monsieur. Vous êtes pédiatre, infectiologue, on dit ? C'est ça. Infectiologue. Vous êtes coordinateur d'Infovac, le réseau d'information et de consultation sur les vaccinations. Et vous pensez qu'en France, les gens ont un peu tendance à oublier que la diphtérie, par exemple, ou le tétanos sont des maladies mortelles et que lorsqu'on arrête la vaccination, elles réapparaissent. Il y a de nouveaux cas de diphtérie, par exemple ? Alors, il y a eu des cas de diphtérie en Espagne récemment chez des non-vaccinés, puisque le vaccin, c'est un des rares vaccins qui protège presque à 100%. D'accord. Donc, il y a eu à nouveau... Voilà, il y a eu un cas de tétanos récemment à Tours, et toujours chez des personnes non vaccinées. Non vaccinées. À côté de vous, justement, quelqu'un qui milite pour la non-vaccination, Jacques Bessin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de l'Union nationale des associations citoyennes de santé. Et selon vous, en imposant la vaccination obligatoire, c'est un pléonasme, la France s'installe dans une véritable dictature médicale. Le mot est un peu fort, non ? Non, dictature. Non. Mais je ne milite pas pour la non-vaccination, je milite pour le libre choix thérapeutique. Très bien. Nadia, on a des questions. Oui, et j'ai choisi celle-ci. Oui. Que risque-t-on au regard de la loi aujourd'hui quand on ne fait pas vacciner ses enfants? Jacques Bessin, vous avez refusé de faire vacciner vos 2 enfants. Ils ne le sont toujours pas à ce jour. Quelles sont les mesures qui ont été prises contre vous? Qu'est-ce qu'on risque? Aucune. Nous, il y a eu procès. Donc, Qui vous a fait un procès? L'État. Oui. L'État français m'a fait un procès, donc je me suis retrouvé devant un juge pour enfants. Donc j'ai été accusé de maltraitance parce que la parade qu'ont trouvé le corps médical pour qu'on se retrouve devant un juge, c'est de nous accuser de maltraitance. Sauf que la vaccination n'est pas considérée comme de la maltraitance. Si on ne vaccine pas, ce n'est pas de la maltraitance. Mais n'empêche qu'on se retrouve devant un juge avec la menace de placement de nos enfants. Donc il faut déjà démontrer que nous ne sommes pas des parents maltraitants, pour que le juge nous laisse nos enfants. Ensuite, vient un autre problème, c'est que le juge il est confronté à une loi, la loi Kouchner, qui dit très clairement que nous avons le droit d'accepter ou de refuser un acte médical. Alors d'un côté, vous avez des politiques qui votent des lois et qui demandent aux citoyens qu'elles soient respectées, et de l'autre côté, vous avez les laboratoires et les médecins qui refusent de respecter cette loi-là. Je voudrais juste avoir le sentiment du professeur Cohen. Vous trouvez que ce père de famille est irresponsable ou qu'il a exercé son libre arbitre? Alors, si vous me posez la question si je suis pour l'obligation vaccinale ou non, moi je pense qu'on a les gars viennent de le dire très précisément, il y a une opposition entre la loi Kouchner qui fait que chaque patient a le droit d'accepter ou refuser un traitement. Vous avez le droit de refuser un traitement pour un cancer, un traitement de tuberculose, et puis la vaccination serait obligatoire. Donc on est dans je dirais pas un trou juridique, je dirais dans un paradoxe. Une contradiction, un paradoxe. Eh bien, on va l'explorer, mais justement, revenons sur ce qui se passe à l'heure actuelle. Absolument, et avec notre chiffre du jour qui illustre bien l'ampleur de cette défiance anti-vaccin. 770 000, c'est le nombre de personnes qui ont signé la pétition du professeur Henri Joyeux, dont on parlait à l'instant. Pétition qui demande le rétablissement du vaccin DTP tout simple, c'est-à-dire vaccin DTP, donc vaccin contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite, vaccin qu'on avait... On a eu quand on était petit. Oui. Non. Voilà. Et aujourd'hui, vous étiez suffisamment grande pour avoir la coqueluche dedans. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, il n'y a plus... Ça fait longtemps que la coqueluche est dans le... Merci. Et maintenant, il y a la coqueluche et pas que, puisque dans le vaccin actuel, il y a un vaccin qui traite 6 maladies, mais qui coûte aussi 6 fois plus cher que le vaccin DTP tout simple. Michel Rivasi, à votre avis, pourquoi ce vaccin simple n'est plus disponible? Est-ce que c'est sous la pression des laboratoires pharmaceutiques qui veulent imposer des vaccins plus complexes, mais aussi beaucoup plus chers? D'abord, on avait accès à ces vaccins jusqu'en 2008. Après 2008, choisir entre les deux. On pouvait choisir. 3 ou 6? On avait 3, 4, 5 et 6. Parce qu'il y a le tétra, le penta et l'hexavalent. À l'heure actuelle, ça fait des années qu'on est en pénurie de DTP. Et vous voyez qu'on parlait de contradiction tout à l'heure. On a une obligation vaccinale sur diphtérie, tétanos, polio. Vous êtes parents, vous voulez faire vacciner vos enfants là-dessus. Eh bien, vous ne trouvez pas le trivalent, ce DTP. On ne le trouve pas? Parce que les laboratoires disent qu'il y a une demande mondiale et il y a une pénurie de ces vaccins. Tout à l'heure, j'étais avec l'ordre des pharmaciens et ils disaient qu'on ne pouvait plus avoir accès à ces vaccins. Ce sont les laboratoires qui ont organisé la pénurie, c'est ce que vous dites?
Ça fait des années que cette pénurie est faite. Expliquez-moi pourquoi une industrie n'est pas capable de sortir le nombre de vaccins qu'il faut en fonction des pays, en fonction de la demande. Les laboratoires, eux, répondent qu'il faut forcément produire dans de grandes séries et que donc on ne peut pas adapter les vaccins au pays. C'est vrai, professeur Cohen? Donc, à l'époque, je travaillais pour la NSM, il y a plein d'années. C'est quoi la NSM? La NSM, c'est l'Agence nationale du médicament. Et ce DTP est un vaccin uniquement français. C'est-à-dire que si Mme Rivasi, vous dites à la NSM, je trouve un vaccin DTP dans le monde, je crois qu'elle vous le prendra avec plaisir. Mais ce vaccin n'existe plus nulle part dans le monde. Mais il existait en 2008. Il existait, mais il existe en 2008. Oui. Mais et ça doit dire le fabriquer. Alors, je reviens. Donc, ce vaccin, donc, en 2008, a été arrêté pour des raisons diverses, dont une essentielle. Je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer les raisons qui nous ont été présentées à l'époque. La première raison, c'était que c'est un vaccin qui était difficile à fabriquer et nous étions en rupture de stock très régulière parce qu'on avait du mal à obtenir une stabilité du vaccin. Ce qui fait que, ça peut se vérifier, on était en déficit de ce vaccin-là à peu près une année sur 2. Et la deuxième, c'est que, pour une raison qu'on n'a pas compris, il y a eu plusieurs cas de réactions allergiques qui sont apparus avec ce vaccin. Il y a eu un peu de falsification des données entre nous. Non, mais ce vaccin étant probablement pas suffisamment cher, avec des difficultés de fabrication. Pas suffisamment cher du point de vue de qui? Des laboratoires pharmaceutiques. Ah, des laboratoires. Probablement pas suffisamment cher. Probablement difficile à fabriquer parce qu'il y avait beaucoup d'élo qui allaient au baquet. Vous savez, c'est simple, hein, un vaccin, il faut avoir 25 unités de toxine diphtérique. Si vous avez 24, on va à la poubelle. C'est comme ça. Si on dit 20 de tétanos, il y en a 19. Et c'était ça la difficulté. Et je reviens sur ce point. Je voudrais, ce que vous avez dit, M. Roquette, qui est très important, la dimension mondiale de tout ça. Il n'y a plus un seul pays européen, vous pouvez me confirmer, vous êtes députée européenne, qui fabrique lui-même ses vaccins. Et voilà. Il n'y en a plus un. C'est vrai. Alors maintenant, si vous voulez qu'on revienne sur ça, on va mettre du temps, vous savez, Mme Rivasi. Écoutez, relancer les industries. À l'heure actuelle, ce sont les laboratoires pharmaceutiques qui pratiquent en fait la sécurité sanitaire des pays. Avec la mondialisation, on ne fabrique plus en Europe. Donc de deux choses l'une, soit notre ministre dit, vous Sanofi, vous GSK, vous devez produire en France ou dans différents pays européens, parce que maintenant on est à l'échelle européenne, et on peut jouer sur le prix de rachat de vos médicaments, et on les force à fabriquer, à produire chez nous. À l'heure actuelle, vous vous rendez compte comment on est dépendant? Il y a, l'autre fois, l'ordre de la pharmacie qui me disait qu'il y a, par exemple, un seul laboratoire au monde qui produit certains médicaments. Mais il y a un tremblement de terre, il y a un attentat, etc. On n'a plus du tout accès. Donc on est dans une fragilité due à la mondialisation et à la délocalisation. Attendez, moi j'aimerais bien entendre Jacques Bessin sur ce sujet, pardon. Il y a quand même un aspect dont on ne parle pas. On dit les laboratoires. Il faut savoir que les laboratoires sont des entreprises privées qui sont là pour faire du business et vendre du médicament. On ne peut pas leur reprocher ça. Il y a les politiques qui nous gouvernent, qui sont élus pour défendre nos intérêts. Or, ces politiques ont proposé aux médecins, via la sécurité sociale, un contrat d'incitation à la vaccination, ne serait-ce que pour la grippe. On leur donne, je crois, c'est 7 € par personne vaccinée. Donc jackpot pour les médecins, chaque fois qu'ils vaccinent, 7 € dans leur poche. Ils ont touché un peu plus de 4 000 € en 2015. Quoi, pas en moyenne? Ils apprécieront de jackpot. Ils apprécieront, si vous voulez. Mais en tout cas, nous, en tant que patients, on n'apprécie pas que notre santé soit... Il y a une forme d'intéressement des médecins. Bien sûr, on intéresse les médecins par une prime s'ils nous arrivent à nous convaincre d'accepter le vaccin tel que la grippe. Professeur Cohen, c'est étonnant ça quand même, parce que c'est une réalité. Le médecin, lui, il est assez responsable pour savoir si c'est bon ou pas. On a introduit depuis des années des objectifs de santé publique aux médecins. Par exemple, le contrôle de l'hypertension artérielle, par exemple. Et la parmi ces objectifs de santé publique, parce que nous ne sommes pas que dans de la médecine individuuelle, nous sommes dans une médecine aussi collective. Il peut y avoir... Mais on ne savait pas qu'elle était incitée avec les Mais l'incitation n'est pas que pour les vaccins, loin de là. Je voudrais revenir sur un point. Moi, je vous ai dit que depuis le départ, je n'étais pas forcément favorable à l'obligation vaccinale. Mais faire chuter les couvertures vaccinales, ça peut avoir des conséquences absolument considérables. Donc, si on n'a pas d'obligation vaccinale, vous ne pouvez pas reprocher que l'État incite, parce qu'il considère que c'est un problème de santé publique, à vacciner. Moi, je préfère l'incitation par la conviction des médecins à l'obligation. Alors, c'est un peu juste pour dire attendez, il faudrait qu'on avance sur les effets secondaires, ce qui explique la défiance des Français. Voilà, les raisons de la défiance. Donc, il y a effectivement ce vaccin de DTP qui couvre trop de choses. Il y a aussi les vaccins
qui ont des effets secondaires qui sont considérés comme excessifs. C'est ça, M. Bessin, votre point de vue? Voire indésirable. Non, on ne peut pas dire excessif parce que de toute façon, aujourd'hui, la science a démontré que chaque corps humain était différent d'un point de vue immunitaire. Donc le système immunitaire est différent pour tout le monde. Donc je ne vois pas comment un produit universel pourrait être efficace pour l'ensemble. C'est quoi le problème? C'est de l'aluminium? Non, c'est pas que les adjuvants. C'est pas le problème. Moi, je suis pas spécialiste à ce niveau-là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le droit. Et aujourd'hui, l'État français dit aux citoyens, lorsque vous acceptez un vaccin de diphtérie, tétanos, polio, en cas d'accident, vous avez le droit à une indemnisation, une prise en charge de la part de l'État. Il y a plus de vaccins. Donc, si vous arrivez à un accident post-vaccinal, l'État vous dit oui, mais vous avez accepté un vaccin avec des valences non obligatoires. Mais moi, je voudrais comprendre pourquoi. Qu'est-ce que vous redoutez quand vous refusez de vacciner vos enfants? Qu'est-ce que vous craignez qu'il leur arrive? C'est qu'on me rende responsable d'un acte médical que je n'ai pas choisi en cas d'accident post-vaccinal et on me dit circuler, il n'y a rien à voir, il ne fallait pas l'accepter. Ouais. C'est ce qui s'est passé pour la petite Ayana qui est décédée au mois de juillet, vaccinée à midi, dans le coma à 3 h du matin, décédée avec un lien établi. Diphtérie, tétanos, polio, associé. Avec un lien établi par la justice? Non, c'est en cours. On est en cours, on a le dossier, on est en train de s'en charger. Mais oui, non, on ne sait pas, mais sans même qu'elle n'a eu aucun autre traitement, cette petite, entre 12 h, l'heure de la vaccination, et 3 h du matin, elle n'a eu aucun médicament. Elle est décédée quand même 3 semaines plus tard. La petite Lolita est décédée il y a 15 jours, diphtérie, tétanos, polio. Donc les vaccins, certains vaccins, sur certains individus, il peut y avoir une réaction. Et on ne les reconnaît pas. Excusez-moi. Il faut remettre les choses au clair. Oui. Il n'y a pas un médicament actif qui n'a pas d'effet indésirable. Ça, si on vous dit qu'un médicament est actif et n'a pas d'effet indésirable, mais je n'ai pas dit le contraire. Il n'y a pas. Donc, personne ne dit que les vaccins n'ont pas d'effet indésirable. La question, de quoi vous protégez versus quel risque vous courez. Et c'est ce rapport bénéfice-risque qui fait que les vaccinations, vous êtes députée européenne, le calendrier vaccinal allemand, il n'est pas très différent du calendrier vaccinal. C'est pas la loi, le calendrier vaccinal. Ce n'est pas la loi. Est-ce que je vous ai parlé de loi pour l'instant? Sauf que c'est de la recommandation et pas d'obligation en Allemagne. On est d'accord, mais je ne dis pas. Ce que je veux dire, ce que vous dites, l'obligation vaccinale, je pense que la majorité des experts en vaccinologie ne sont pas, en tout cas, sont certainement pas favorables au maintien de la vaccination. De moins en moins. De la recommandation telle qu'elle est. En tout cas, telle qu'elle est, c'est juste inacceptable, telle qu'elle est. Vous voulez dire juste un mot sur les effets secondaires? Oui, attendez, pardonnez-moi. Parce qu'on a un gros souci, c'est la remontée des effets secondaires. Oui. Je vous prends un exemple. Collecter les informations. Collecter, qui les collecte et ensuite qui les analyse. Si on prend l'exemple, par exemple, du Rotatec, qui était le vaccin sur la gastroentérite, il a été recommandé en 2014. Et après, on s'est aperçu que les labos avaient caché des effets secondaires, et notamment le décès de certains enfants. Quand vous dites les laboratoires pharmaceutiques. Attendez. Et ils les ont remontés, 2 ans après. Oui. Donc décès, invagination, etc. Et à l'heure actuelle, il n'est plus recommandé. Donc on a un vrai souci. Qui fait les études cliniques? Ce sont les laboratoires pharmaceutiques. Il n'y a pas d'experts indépendants? Non. Il n'y a pas d'experts indépendants. Et ce qu'on demande, si vous voulez, parce qu'il faut retrouver la confiance. Moi, je suis pour une couverture vaccinale. Ce que vous demandez, c'est des experts indépendants financés par l'État qui n'ont aucun lien avec les laboratoires pharmaceutiques. Et s'ils élaborent un calendrier vaccinal en disant, voilà, il y a par exemple une épidémie de rougeole, parce que l'obligation vaccinale, vous savez qu'il y a 15 pays en Europe sur 28 qui n'ont pas d'obligation vaccinale. C'est une simple recommandation avec une confiance de l'État. On a perdu la confiance de l'État. Ce que propose Marisol Touraine, parce que là on a entendu quelques échos, donc je ne sais pas si ça vient d'elle ou de ses conseillers, c'est qu'à la limite on va abolir l'obligation vaccinale en France, mais on va obliger une vaccination pour entrer à la crèche et à l'école. Donc dans ce cas-là, si on en arrive dans une politique telle que celle-ci, qu'on aille plus loin, qu'on interdise aux enfants. Donc, s'ils n'ont pas le droit d'aller à l'école, qu'ils n'ont pas le droit d'aller à la crèche, mais qu'on leur interdise l'accès aux grandes surfaces, l'accès au cinéma, l'accès au jardin public. Parce que Jacques Bessin, on ne comprend pas bien si votre opposition elle est médicale ou si elle est politique. Elle est politique, plus que médicale. Le médical, ce sont les médecins et les experts. Nous, pour finir, citoyens qui ne devront pas être pris en otage par un système financier médicamenteux et des experts. Là, je voudrais juste, pour conclure, le volet des raisons, il y a beaucoup de causes, mais des raisons qui peuvent expliquer cette méfiance des Français. On va revenir aussi sur les moments de crise et les fiascos. Il y en a eu un ridicule et ruineux qui a illustré d'ailleurs l'hystérisation du principe de précaution. C'est l'affaire des 94 millions de doses. De doses de quoi, vous allez voir, avec le bang-bang de Thibonol consacré à Roselyne Bachelot. Ils sont au centre de l'histoire et méritent forcément quelques déboires. Tandis que la défiance française à l'égard des vaccins progresse, une ancienne ministre de la Santé y est pour beaucoup. Alors, faut-il s'immuniser
contre Roselyne Bachelot. Avant de monnayer son expertise en grivoiserie sur un canal pas vraiment concurrent... C'est pas un sexe, c'est une trompe d'éléphant. Roselyne Bachelot a été ministre, dont 3 ans à la santé chez Sarkozy. Pour terrasser la grippe A à l'été 2009, elle avait commandé 94 millions de vaccins. Un fiasco en intraveineuse. N'ayez pas peur, je vais vous faire une petite piqûre de honte. L'épidémie se révèle moins grave que prévu et seuls 6 millions de Français se vaccinent. L'État doit annuler la commande de 50 millions de doses, en détruire 20 autres millions et l'indice de confiance dans la vaccination chute d'1 tiers. Par ailleurs, le sérum anti-H1N1 a provoqué une 60aine de cas de narcolepsie. Pauvre Roselyne, une ex-pharmacienne ridiculisée par un problème de dose. Une libérale fille de dentiste à l'origine d'un trou de 662 millions dans les chicots de l'État. Une scientifique victime du principe de précaution. En plus de l'ironie, un vrai manque de bol. Car si elle était ministre de la Santé en pleine grippe A, déjà en pleine canicule de 2003, elle était ministre de l'écologie. Et en pleine grève de l'équipe de France de foot en Afrique du Sud en 2010, elle était ministre des Sports. En réalité, Roselyne a grand besoin d'un vaccin contre le mauvais œil. Merci Thibault Nolf. Vous vouliez réagir brièvement sur... Oui, alors, parce que la France a été le seul pays à acheter autant de doses, 94 millions de doses, et notamment 2 doses, alors qu'on savait que dès septembre, 1 dose suffisait. Et ça montre bien qui avait donné des conseils à Mme Bachelot. C'était un comité d'experts, dont beaucoup d'experts étaient financés par les laboratoires pharmaceutiques. Bon. Donc on est toujours, vous voyez, dans ce que vous appelez les conflits d'intérêts. Et nous, les citoyens, on est entre les deux. Et les citoyens ont couru des risques, notamment le Panebrix, qui a provoqué des narcolepsies chez les enfants. Notamment, il l'a évoqué. Le cas de Finlande, de Suède. Professeur Cohen, vous êtes d'accord sur ce constat, c'est-à-dire qu'il faudrait mieux séparer d'un côté les laboratoires, de l'autre côté ceux qui décident de ce qu'il doit y avoir comme médecin, comme vaccin, pardon. Je crois qu'on arrive à un système où les gens qui sont en instance de décision ne doivent pas avoir de lien d'intérêt. Aujourd'hui, il y en a un. Économique, des liens économiques. Là, je perds de liens économiques. Des liens économiques. Mais là, la difficulté, elle vient, et là je suis en désaccord avec vous, vas-y, qu'est-ce qu'ils ont fait avant? Et au moment de leur fonction, par exemple, on a un ministre, je crois, qui a été banquier pendant un moment. Ça ne l'empêche pas d'être ministre de l'économie. Si, par exemple, quelqu'un a travaillé pour une firme... Mais là, il y va de la santé. C'est pas très bon, ça, c'est votre avis. Oui, vous lui expliquerez. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, après un moment, au moment où... Non, je vois pas ce que vous voulez dire, là. Si, ce que je veux dire, au moment où les gens sont en instance de décision, ils ne doivent pas avoir de lien d'intérêt. C'est clair. Et là, vous n'avez aucun lien, vous n'émergez pas chez Sanofi, vous n'êtes pas dans un comité. Je suis dans aucun comité. Et vous n'avez aucun lien économique. Parce que je fais des recherches qui peuvent être sponsorisées par l'industrie, qui peuvent être aidées par l'industrie, mais moi, je n'ai aucun élément de décision. Je ne suis ni au comité technique. Aucun comité. Voilà. Et c'est ça la différence. Alors, on va évoquer un vaccin qui n'est pas obligatoire, mais qui pose problème. Qui est très très contesté en ce moment. C'est bien votre avis. Très probablement parce qu'il est assez récent. Il a été mis sur le marché en novembre 2006 par Sanofi. Et contrairement à ce qu'on entend beaucoup, c'est pas du tout un vaccin contre le cancer du col de l'utérus. C'est un vaccin qui protège de certains papillomavirus responsables de cancer de col de l'utérus. Ça cause environ 1000 décès par an en France. C'est donc pas un vaccin obligatoire, mais qui est très recommandé pour les jeunes filles à partir de 11 ans, entre 11 et 14 ans. Et pourquoi est-ce qu'il est controversé? Eh ben, notamment à cause du choc qui a été provoqué par l'histoire de cette jeune fille. Elle s'appelle Marie-Océane Bourguignon. Elle avait 18 ans en 2013 quand elle a porté plainte contre Sanofi. Elle a accusé ce vaccin d'avoir provoqué une sclérose en plaques. Elle accuse également le laboratoire de ne pas l'avoir prévenu dans la notice. Et cette affaire et celle des 50 autres femmes qui s'étaient jointes à elle dans la procédure, on attendait beaucoup de ce procès, et ben, ça a été classé sans suite. Tout simplement parce que la justice a conclu qu'aucune pathologie n'a été reconnue comme étant en lien de causalité directe avec ce vaccin. C'est aussi l'avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et de l'assurance maladie. Ils ont fait une enquête auprès de 2 millions d'adolescentes. Et là, très clairement, ce qu'ils disent, c'est que les bénéfices sont supérieurs aux risques. Professeur, moi j'ai une fille, je peux la vacciner dans 2-3 ans je vous réponds clairement. avec ce vaccin-là? Oui. On arrive toujours à un rapport bénéfice-risque. Aujourd'hui, ces affaires ont été classées. Alors, on arrive à une situation qu'il faut comprendre une bonne fois pour toutes. Il y a 800 000 enfants qui naissent en France, 400 000 filles, 400 000 garçons, grosso modo. Si je vaccine 400 000 personnes, ce qui n'a jamais été le cas en France, d'accord, forcément, vont apparaître des maladies le jour même, le lendemain, le surlendemain, un mois après. Et
beaucoup de choses qu'on attribue à la vaccination, ce sont que des relations temporelles et ce ne sont pas des relations causales. Et le métier de l'ANSM, ça a été reconnu. Le métier de l'ANSM, là en l'occurrence, qui a produit une étude d'excellente qualité, c'était de comparer en France les filles vaccinées. Malheureusement, on n'est qu'à 100, un tiers de vaccinés. Il faut conclure. Voilà. Oui. Un tiers de vaccinés, 2 tiers. On a exactement eu le même taux. Moi, je vais vous dire, ne vaccinez pas votre fille. Ah. Alors, moi, je suis complètement à l'opposé. Pourquoi? Parce que c'est vous qui conclurez. Dites à votre fille, faites un frottis vaginal. Moi, j'ai vu toutes ces jeunes filles qui ont eu de gros problèmes. Et elles ont pris le garde-asile. En plus, il y a une pression incroyable des laboratoires. Il y a certains pays qui ne le recommandent plus, le garde-asile. Et il y a eu plus de 1000 médecins qui ont fait une pétition pour faire un moratoire sur le garde-asile. C'est la conclusion. Donc, je dis à nous voilà bien avancés. Voilà. En tout cas, c'était passionnant, mais nous voilà pas obligatoire. Bien avancés, encore une fois. Merci à tous les trois, en tout cas.